Ma fiancée m'a dit, vas-y, franchis cette porte. Tu finiras bien par réaliser que je suis ce que tu trouveras de mieux dans ta vie. Après s'être moqué de moi avec ses amis, je lui ai simplement répondu, on verra bien. J'ai alors rompu les fiançailles, je me suis concentré sur ma carrière et j'ai doublé mes revenus en seulement 3 mois. Quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé depuis un nouveau numéro. Moi, Julien, 30 ans, je suis resté pétrifié devant la porte de mon propre appartement à 23h30, un jeudi soir. Ma clé était déjà à moitié insérée dans la serrure quand je l'ai entendue. Un rire. Pas le genre de rire que l'on partage avec quelqu'un qu'on aime, mais celui qui blesse profondément et laisse des marques. La voix de ma fiancée s'est élevée au-dessus des autres, claire et tranchante. Il est gentil, ouais, je lui accorde ça. Mais soyons honnêtes, il ne trouvera jamais mieux que moi. Où est-ce qu'il va dénicher quelqu'un d'autre qui supporterait son job de commercial barbant et sa petite vie tranquille? Ses amis ont éclaté de rire comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle n'ait jamais entendue. L'une d'elles a lancé, « Ma fille, tu es vraiment trop généreuse avec lui. » Une autre voix a renchéri, plus acerbe encore, « Franchement, il devrait être à genoux et te remercier d'avoir seulement dit oui à sa demande en mariage. » Je suis resté là, la main tremblante, le bras encore levé, à écouter la femme que j'avais prévu d'épouser me disséquer comme si j'étais un cas social qu'elle avait gracieusement pris sous son aile par charité. La porte était fine. Chaque mot résonnait, net et délibéré. Mon cœur ne s'emballait pas, il coulait lentement, comme un poids lourd sombrant dans une eau sombre. Quand j'ai fini par pousser la porte, les rires se sont éteints instantanément. Elle m'a regardé et il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, juste de l'irritation parce que j'étais entré et que j'avais interrompu son divertissement. J'ai demandé calmement si nous devions discuter. Elle m'a écarté d'un revers de main, levant à peine les yeux de son verre de vin. « Détends-toi, Julien. On plaisantait juste entre filles. Ne sois pas toujours aussi susceptible. » Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais autre chose. J'en avais fini. C'était terminé. J'ai dit, avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant, que je pensais que nous devions en rester là. Le silence est devenu total dans la pièce. Elle a ricané à nouveau, s'est levée lentement et a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais, « Vas-y, pars alors. Tu réaliseras bien assez tôt que je suis ce que tu auras eu de mieux dans ta vie. » Je l'ai regardé longuement, avec une clarté absolue, et j'ai dit, « On verra bien. » La pièce est restée figée. Je pensais chaque mot. Ce moment s'est produit il y a exactement 3 mois. La femme qui se tenait devant moi ce soir-là, c'était Chloé, 28 ans, quelqu'un avec qui j'étais depuis 2 ans et 3 mois. Nous nous étions fiancés 6 mois avant cette discussion, lors d'un séjour sur la Côte d'Azur qu'elle avait organisé mais que j'avais entièrement payé. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Avec le recul et les idées claires, je vois la vérité, c'est moi qui construisais, elle se contentait de regarder, de commenter et, occasionnellement, de se moquer. Chloé travaillait à temps partiel comme assistante pour un agent immobilier, gagnant environ 1 500 € par mois quand le travail était régulier. Ses horaires étaient flexibles, ses revenus imprévisibles, et cela me convenait parfaitement. Je ne me suis jamais soucié de l'argent ou de qui gagnait quoi. Je travaillais dans la vente de logiciels pour une entreprise de taille moyenne, touchant des commissions correctes, mais rien de flamboyant. Mon salaire de base était de 55 000 € par an, et avec les commissions, je dégageais généralement entre 70 000 et 75 000 €. Confortable, mais pas riche. Je payais la majeure partie des dépenses du couple. Le loyer de notre 3 pièces était de 2 000 € par mois, et j'en couvrais 1 800. Les courses, les dîners au restaurant, les week-ends, l'essence pour sa voiture quand elle était à court d'argent. Elle participait de temps en temps, peut-être 200 € par-ci, un dîner par-là. Mais un schéma s'était installé très vite, j'étais le garant de la stabilité, le responsable. Elle était l'esprit libre qui levait les yeux au ciel quand je travaillais tard pour conclure une vente ou quand je parlais d'atteindre mes objectifs trimestriels. Elle qualifiait mon travail d'ennuyeux, mes ambitions de dérisoires et ma vie de trop prévisible. Je mettais ça sur le compte de la taquinerie, de son caractère, de ce que font les couples. Ce soir-là, devant cette porte, j'ai réalisé que ce n'était pas de la taquinerie. C'était exactement la façon dont elle me percevait. Je n'étais pas son partenaire, j'étais son filet de sécurité, son plan de secours, le choix stable dont elle pouvait se moquer en privé tout en me gardant près d'elle pour payer le loyer et lui assurer une sécurité. Ses amies présentes ce soir-là étaient les mêmes qu'à l'université.
Je les connaissais toutes. Léa, 29 ans, qui travaillait dans le marketing et avait toujours une remarque méprisante à faire. Manon, 27 ans, qui était plus souvent entre deux jobs qu'en poste. Et Camille, 28 ans, celle qui nous avait présenté et qui agissait toujours comme si elle m'avait rendu un service immense. Elle m'avait toujours traité comme un meuble invisible, poli quand j'étais dans la pièce, mais totalement dédaigneuse dès que je partais. Chloé ne les reprenait jamais, elle se joignait à elle, faisait des blagues à mes dépens, riait quand elle me disait ennuyeux ou trop sérieux. J'avais ignoré les signaux d'alarme parce que je l'aimais, ou du moins je le pensais. Je m'étais convaincu que l'amour signifiait accepter l'autre totalement, défauts et moqueries inclus. Mais l'amour n'est pas censé vous donner l'impression de devoir constamment prouver que vous êtes à la hauteur. L'amour n'est pas censé vous transformer en la chute d'une blague à laquelle vous n'avez jamais accepté de participer. J'avais passé 2 ans à trouver des excuses à un comportement qui aurait dû me faire fuir dès le 2e mois. Ce soir-là, en entendant sa voix à travers la porte, quelque chose en moi s'est simplement éteint. Sans colère ni drame, juste comme une lumière qu'on éteint dans une pièce vide. Le lendemain matin, j'ai commencé mes cartons. Chloé s'est réveillée vers 10 heures, m'a vu plier des vêtements dans un sac de sport et à peine réagi. Elle m'a demandé ce que je faisais d'un ton agacé, comme si je perturbais son début de journée. Je lui ai dit que je partais. Elle a ri, vraiment ri, et a dit que j'étais dramatique et puéril, que je reviendrais dans une semaine quand je réaliserais à quel point il était difficile de recommencer à 0 à 30 ans, et que je verrais alors la chance que j'avais d'être avec elle. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai continué à faire mes bagages. J'ai pris mon ordinateur de travail, mes vêtements, mes documents, mes quelques objets personnels. J'ai laissé derrière moi les meubles que nous avions achetés ensemble, les ustensiles de cuisine, la décoration. Rien de tout cela n'avait d'importance. À midi, j'avais fini. Je lui ai dit que je continuerais à payer ma moitié de loyer jusqu'à la fin du bail, soit encore 2 mois. Elle a répondu que c'était le moins que je puisse faire après avoir gâché 2 ans de sa vie. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti de cet appartement sans me retourner une seule fois. J'ai emménagé dans un petit studio à l'autre bout de la ville le jour même, un endroit trouvé sur un site d'annonce en 20 minutes. C'était minuscule, environ 35 mètres carrés, ça sentait la vieille peinture et le radiateur grinçait tous les matins à 5 heures. Le loyer était de 800 € par mois. C'était à moi. Entièrement à moi. J'ai bloqué le numéro de Chloé immédiatement sur le parking de mon nouvel immeuble. J'ai aussi bloqué ses amis. Toutes. Je ne voulais ni excuses, ni explications, ni SMS d'ivresse en pleine nuit. Je voulais du silence et de l'espace pour réfléchir clairement pour la première fois en 2 ans. Cette première semaine a été brutale, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Elle ne me manquait pas. C'est l'idée d'elle qui me manquait, le futur que j'avais imaginé, la vie que je pensais que nous construisions. Mais quand j'étais confronté à la réalité de qui elle était et de la façon dont elle me traitait, je ne ressentais que du soulagement. Ce qui était brutal, c'était de faire face à la vérité sur moi-même. J'avais passé 2 ans avec quelqu'un qui, fondamentalement, ne me respectait pas, qui me voyait comme inférieur, comme quelqu'un à tolérer plutôt qu'à chérir. Et je l'avais permis. J'avais trouvé des excuses, j'avais arrondi les angles, je m'étais convaincu que ce n'était pas si grave. Réaliser que je m'étais trahi en restant a été plus dur que la rupture elle-même. Mais j'ai pris une décision dès cette première semaine, assis dans ce petit studio avec le radiateur bruyant et l'odeur de peinture, si elle pensait que j'étais ennuyeux, médiocre et limité, j'allais lui prouver le contraire. Pas pour la reconquérir, pas pour lui montrer ce qu'elle avait perdu, mais pour me prouver à moi-même que j'étais capable de bien plus que ce qu'elle avait jamais voulu voir. J'ai appelé mon directeur, Marc, le lundi matin suivant pour demander un entretien. Je lui ai dit que je voulais plus de responsabilités, des comptes plus importants, des défis plus complexes. Il a eu l'air surpris mais satisfait. Il a dit que j'avais toujours été fiable, mais jamais agressif, et qu'il appréciait cette nouvelle énergie. En 2 jours, j'ai récupéré 3 nouveaux comptes qui stagnaient depuis des mois, des entreprises qui ne répondaient plus aux précédents commerciaux. J'ai commencé à travailler différemment. Pas seulement plus d'heures, mais de manière plus intelligente, plus incisive, plus concentrée. J'ai arrêté de laisser les choses au hasard. J'ai fait des recherches approfondies sur chaque prospect, j'ai identifié leurs points de douleur et j'ai personnalisé chaque présentation. Je passais 50 appels par jour au lieu de mes 20 habituels. Je faisais des suivis acharnés mais professionnels.
J'ai arrêté de déjeuner à mon bureau en faisant défiler les réseaux sociaux, j'utilisais ce temps pour préparer mes appels de l'après-midi ou réviser des contrats. Mes collègues l'ont remarqué dès la première semaine. Sarah, du bureau d'à côté, m'a demandé si j'allais bien, si quelque chose était arrivé. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien, que j'étais juste concentré sur mes objectifs. Elle a répondu que ça se voyait. À la fin de la deuxième semaine, j'avais déjà conclu l'un de ces comptes difficiles. La commission à elle seule était de 4 200 €, soit plus que ce que je gagnais habituellement en un mois avec de petits contrats. Marc m'a convoqué dans son bureau pour me demander ce qui avait changé. Je lui ai dit que j'avais éliminé les distractions et décidé de prendre ma carrière au sérieux. Il a hoché la tête lentement en disant qu'il aimerait que plus de membres de l'équipe aient cette mentalité. Troisième semaine, j'ai conclu le deuxième compte difficile, encore plus gros celui-là, 6 800 € de commission. Le bureau était en effervescence. On me demandait des conseils, des astuces pour gérer les prospects froids. J'ai partagé ma méthode, mes recherches, ma persévérance. Certains ont essayé, la plupart non. Ils voulaient les résultats sans le travail. Je comprenais cela, j'étais comme ça moi aussi avant. Au début du deuxième mois, tout mon rythme de vie avait changé. Je me levais à 5h30 chaque matin, j'étais à la salle de sport à 6h, et à mon bureau à 8h. Je ne fuyais pas la douleur ou le chagrin, je courais vers quelque chose de plus grand, de meilleur, quelque chose qui m'appartenait entièrement. J'ai commencé à tout suivre sur un tableur que j'avais conçu moi-même, appels passés, emails envoyés, réunions programmées, contrats signés, commissions gagnées. Les chiffres ne mentent pas, et les miens grimpaient en flèche. Marc m'a pris à part à la 5e semaine pour me dire que la direction avait remarqué mes statistiques. Il m'a annoncé qu'un poste de senior account executive allait s'ouvrir dans 2 semaines et que, si je gardais ce rythme, il me recommanderait. Je l'ai remercié et je me suis remis au travail. J'ai conclu 2 autres contrats cette semaine-là. Les recommandations commençaient à affluer sur mon profil LinkedIn. Les clients louaient mon suivi, mon professionnalisme et ma capacité à résoudre leurs problèmes réels au lieu de simplement vendre un produit. Je n'étais plus la même personne que celle qui était entrée dans ce studio 8 semaines plus tôt. Cet homme-là avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus affamé, de plus vif, de plus confiant. Et le plus fou, c'est que je ne jouais pas la comédie. Ce n'était pas un acte pour impressionner qui que ce soit. C'était simplement ce que je devenais quand j'arrêtais de vouloir rester petit ou pour ne pas froisser l'ego de quelqu'un d'autre. 3e semaine du 2e mois, j'ai obtenu la promotion. Senior Account Executive. Mon salaire de base est passé à 70 000 € et ma structure de commission a changé, au lieu de 8% sur les contrats, j'étais désormais à 12%, plus des bonus en cas de dépassement des objectifs trimestriels. Marc m'a dit lors de l'entretien que je l'avais mérité, que mon évolution était la plus spectaculaire qu'il ait vue en 15 ans de carrière. Je l'ai remercié, j'ai serré sa main et je suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas célébré bruyamment. J'ai juste envoyé un SMS à mon père, qui m'a répondu avec 3 points d'exclamation et un pouce levé. Ce soir-là, je me suis offert un bon dîner dans un bistrot chic que j'avais toujours voulu tester. Je me suis assis seul au comptoir et j'ai commandé une entrecôte. Elle avait le goût de la réussite. Cette même semaine, j'ai commencé à recevoir des messages d'amis communs, des gens qui nous connaissaient, Chloé et moi. De petits messages au début, pour prendre des nouvelles, « Salut, ça fait longtemps, comment tu vas ?» ou « On ne te voit plus, tout va bien ?» Mes réponses restaient courtes et polies. Puis les messages sont devenus plus directs, « Chloé demande après toi » ou « Elle dit qu'elle essaie de te joindre ». J'ai totalement ignoré ces derniers. Je ne devais d'explication à personne sur ma vie privée, mais la curiosité a fini par l'emporter. J'ai débloqué Camille pendant 10 minutes et je lui ai envoyé un message pour lui demander ce qu'il se passait. Elle a répondu immédiatement, comme si elle attendait ce moment. Elle m'a dit que Chloé galérait depuis la rupture. Qu'elle avait démissionné de son poste d'assistante 2 semaines après mon départ, prétendant que ce n'était pas épanouissant et qu'elle méritait mieux. Qu'elle avait essayé de se lancer en freelance comme consultante en réseaux sociaux mais qu'elle n'avait pas réussi à trouver de clients réguliers. Qu'elle avait épuisé ses économies dès la fin du 2e mois. Qu'elle avait dû retourner vivre chez ses parents en banlieue car elle ne pouvait plus payer le loyer de notre ancien appartement seul. Camille m'a confié que Chloé parlait de moi constamment, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit ce soir-là, qu'elle voulait juste se faire bien voir devant ses amis et qu'elle était allée trop loin. Camille m'a demandé si j'envisagerais de lui parler, peut-être de la voir pour mettre les choses au clair.
J'ai lu le message 2 fois, je n'ai absolument rien ressenti, et j'ai tapé 3 mots, non, bonne chance. Puis j'ai rebloqué Camille, définitivement cette fois. Je n'étais pas cruel, j'avais juste plus rien à leur dire. Chloé avait fait son choix ce soir-là. Elle avait choisi de m'humilier devant des gens qui ne me respectaient déjà pas. Elle m'avait mis au défi de partir, persuadée que je reviendrais en rampant en quelques jours. Je ne l'ai pas fait. Et maintenant, 3 mois plus tard, la vie qu'elle pensait que je n'aurais jamais sans elle n'était pas seulement une survie, c'était un succès total, au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Je n'étais plus l'homme dont elle s'était moquée derrière cette fine porte d'appartement. Cet homme-là n'existait plus. Il avait été remplacé par quelqu'un qui connaissait sa valeur et refusait de se contenter du minimum. Je n'avais besoin ni de sa validation ni de ses regrets. Je devais continuer à bâtir la vie que j'avais commencée le jour de mon départ. Et c'est exactement ce que j'ai fait. À la fin du 3e mois, les chiffres étaient incontestables. J'avais conclu 11 contrats en 12 semaines, accumulant un total de 41 000 € de commission. En ajoutant mon nouveau salaire de base, j'étais en route pour dépasser les 130 000 € sur l'année. J'avais plus que doublé mes revenus, et ce n'était qu'un début. Je ne travaillais plus des heures démentielles non plus, j'avais trouvé un rythme durable, efficace et performant. J'avais appris que le succès n'est pas une question de s'épuiser à la tâche, mais de travailler intelligemment, de rester discipliné et de refuser la médiocrité. J'ai acheté de nouveaux vêtements, non pas pour impressionner, mais parce que je voulais qu'ils correspondent à la version de moi-même que je devenais. Des chemises ajustées, de meilleures chaussures, une montre que je reluquais depuis des années. Je suis allé chez un vrai barbier au lieu de la chaîne Bon Marché où j'allais d'habitude. Des petites choses, mais qui s'accumulaient. Les gens ont commencé à me traiter différemment. Les clients répondaient plus vite à mes appels. Les collègues sollicitaient mon avis en réunion. Des femmes que je connaissais vaguement par le travail ou le sport commençaient à me contacter, invitations pour un café, propositions d'afterwork, offres de dîner. Je n'étais pas encore intéressé par les rencontres, j'étais encore en phase de digestion, de construction, toujours concentré. Mais cela faisait du bien d'être vu, d'être valorisé, d'être traité comme si je comptais. C'était tout ce que j'avais toujours voulu de la part de Chloé, et elle n'avait jamais été capable de me le donner. Un mardi matin à 8h45, pendant le 4e mois, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Quand je l'ai fait, j'ai entendu sa voix. Calme, tremblante, rien à voir avec le ton confiant et moqueur de ce fameux soir. Julien, s'il te plaît, ne raccroche pas, je n'ai rien dit, j'ai attendu. Elle a continué, les mots se bousculant comme si elle avait peur que je lui coupe la parole. Je sais que tu m'as bloqué. Je sais que tu ne veux pas m'entendre, mais j'ai besoin de te parler. J'ai fait une erreur. Une énorme, une terrible erreur. Je ne pensais pas ce que j'ai dit ce soir-là. Je voulais juste me montrer devant mes amis, faire l'intéressante. J'ai été stupide et cruel et je suis tellement désolé. Tu me manques. Nous me manquons. Ce qu'on avait me manque. Est-ce qu'on peut juste se voir et parler? Juste un café, 30 minutes, s'il te plaît. Je suis resté silencieux un long moment, laissant ces paroles flotter dans l'air. Puis j'ai demandé, d'une voix plate et sans émotion, « Pourquoi m'appelles-tu, Chloé ?» Elle a hésité, et j'ai entendu sa respiration changer. Parce que j'ai réalisé que j'avais tort sur toi, sur nous, sur tout. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée et je t'ai jeté comme si ce n'était rien. Je le vois maintenant, si clairement, et je veux juste une chance de m'excuser en personne, de m'expliquer, de voir si on pourrait peut-être réessayer. Je lui ai demandé comment elle avait eu ce numéro. Elle a encore hésité, plus longtemps cette fois, avant d'admettre qu'elle avait demandé à quelqu'un de mon entreprise, un type nommé Thibaut qu'elle avait rencontré lors d'une soirée de Noël l'an dernier. Elle l'avait retrouvé sur LinkedIn, avait inventé une histoire d'urgence, et il lui avait donné mon nouveau numéro. Cela m'a confirmé tout ce que je devais savoir. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas un regret sincère. C'était sa situation qui s'effondrait et elle cherchait quelqu'un pour la stabiliser, pour réparer les pots cassés, pour la sauver. Moi, le gars ennuyeux, fiable et prévisible sur lequel elle pouvait toujours compter quand son pari ne payait pas. Le filet de sécurité qu'elle avait moqué avant de le rejeter. Je lui ai demandé, en gardant mon calme, ce qu'elle avait fait ces 4 derniers mois. Elle a commencé à tout déballer immédiatement, comme si elle attendait ma permission.
Elle m'a dit qu'elle avait quitté son job parce qu'elle pensait gagner plus en freelance, mais que ça n'avait pas marché. Elle n'avait trouvé que 2 clients en 3 mois, et les 2 l'avaient payé tard et mal. Elle avait brûlé ses économies en essayant de maintenir son train de vie. Elle avait dû retourner vivre chez ses parents, qui étaient déçus et contrariés. Elle dormait dans sa chambre d'enfant à 30 ans. Ses amis commençaient à s'éloigner parce qu'elle leur empruntait sans cesse de l'argent sans jamais les rembourser. Léa ne répondait plus à ses appels, Manon avait déménagé dans une autre ville. Camille était la seule encore présente, mais même elle prenait ses distances. Elle disait qu'elle était seule, qu'elle galérait, qu'elle était perdue, et qu'elle pensait à moi, à quel point les choses étaient stables quand nous étions ensemble, à quel point la vie semblait facile quand je m'occupais de tout. Elle ne l'a pas formulé exactement comme ça, mais je l'entendais clairement derrière chaque mot. Je ne lui manquais pas, c'est ce que je lui apportais qui lui manquait, le loyer que je payais, les repas que j'offrais, les factures que je réglais, la stabilité que je garantissais pendant qu'elle se laissait porter par la vie sans direction ni responsabilité. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit d'un ton posé, « Chloé, je vais être honnête avec toi, et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Je ne pense plus à toi. Quand je suis parti ce matin-là, je le pensais de tout mon être. Tu m'as dit que je réaliserais que tu étais ce que je trouverais de mieux. Je n'ai pas réalisé cela. Ce que j'ai réalisé, c'est que je me contentais de quelqu'un qui ne voyait pas ma valeur, qui ne me respectait pas. C'est de ma faute, pas de la tienne. Mais je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus le gars dont tu t'es moqué devant tes amis. Je suis quelqu'un de complètement différent maintenant. Elle a essayé de m'interrompre, de dire quelque chose, mais j'ai continué. J'ai doublé mes revenus en 3 mois, Chloé. J'ai été promu senior account exécutive. Je conclus des contrats que je n'aurais jamais pensé pouvoir signer. Je réussis mieux que jamais dans ma carrière. Et rien de tout cela, absolument rien, n'a de rapport avec toi. Au contraire, tu me freinais. Tu m'obligeais à voir petit, à agir petit, à rester petit. Alors non, je ne veux pas te voir pour un café. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas revenir là-dessus. J'ai tourné la page. Tu devrais faire de même. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, lourd et pesant. Puis elle a commencé à pleurer. Pas des petits pleurs discrets, mais des sanglots bruyants, désespérés. Elle a dit qu'elle ne savait plus quoi faire, qu'elle avait gâché tout ce qu'il y avait de bien dans sa vie. Qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à ce soir-là, à ce qu'elle avait dit, à quel point elle avait été idiote. Ses amis s'étaient retournés contre elle, la traitant d'imbécile de m'avoir laissé partir. Elle m'avoua qu'elle surveillait mon profil LinkedIn depuis des semaines, voyant ma promotion, mon succès, ma nouvelle photo de profil où j'avais l'air confiant et heureux, et que cela avait brisé quelque chose en elle. Elle disait savoir qu'elle ne méritait pas une autre chance, mais elle en suppliait une quand même. Elle affirmait avoir changé, avoir compris ce qu'elle avait perdu. Elle ferait n'importe quoi, si je acceptais de la voir une seule fois. Je ne l'ai pas cru. Non pas parce que les gens ne peuvent pas changer, ils le peuvent, mais parce que ses raisons de vouloir me retrouver n'avaient rien à voir avec moi en tant que personne. Elle concernait son désespoir, son échec, son besoin de quelqu'un pour réparer le désordre qu'elle avait créé. Elle n'appelait pas parce qu'elle aimait qui j'étais, elle appelait parce qu'elle avait besoin de ce que je pouvais fournir. Et je n'avais pas besoin d'être utile à quelqu'un qui ne me valorisait que lorsque je réussissais et qu'elle échouait. Je lui ai dit, gentiment mais fermement, je te souhaite le meilleur, Chloé. Vraiment. J'espère que tu trouveras ta voie, mais ce chapitre est clos pour moi. Il l'est depuis le matin où je suis parti. Prends soin de toi. Elle a continué à pleurer, à supplier, à dire qu'elle ferait n'importe quoi. J'ai dit au revoir une dernière fois et j'ai raccroché. Puis j'ai bloqué ce numéro immédiatement. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking de la salle de sport, à fixer mon téléphone. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas cruel. Je me sentais juste libéré. Les semaines qui ont suivi cet appel ont été plus légères, plus claires. J'ai arrêté de guetter les numéros inconnus sur mon téléphone. J'ai arrêté de me demander si elle allait surgir à mon bureau ou chez moi. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Je me suis concentré pleinement sur la vie que j'étais en train de construire. Le travail a continué de s'accélérer. J'ai signé 3 autres contrats majeurs le mois suivant, dont un avec une entreprise du CAC 40 qui était sur notre liste de souhaits depuis 2 ans. La commission de ce seul contrat s'élevait à 18 000 €.
Marc m'a dit lors de l'entretien trimestriel que j'étais en passe de devenir le meilleur élément de toute la région d'ici la fin de l'année. Il a précisé que la direction me surveillait, qu'il y avait des discussions sur des formations au leadership, sur des opportunités de management, un avenir que je n'avais même jamais envisagé auparavant. J'étais sincèrement heureux, peut-être pour la première fois depuis des années. Pas parce que j'avais échappé à quelque chose de mauvais, mais parce que j'avais trouvé quelque chose de bon, un but, une direction, de la confiance, du respect de soi. J'ai recommencé à sortir, d'abord pour des rendez-vous décontractés. Un café avec une femme nommée Maria rencontrée lors d'un événement de réseautage. Un dîner avec une certaine Alexis qui travaillait dans le marketing pour l'un de mes clients. Je ne cherchais pas à remplacer Chloé ou à combler un vide. J'étais juste ouvert à l'idée de rencontrer des gens qui me voyaient pour qui j'étais maintenant, pas pour celui que j'étais quand j'étais plus effacé et incertain. J'ai aussi repris contact avec de vieux amis, des gens que j'avais perdus de vue pendant ma relation. Mon colocataire de fac, Nicolas, que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Mon cousin Mathieu, qui m'avait toujours invité à des sorties auxquelles Chloé s'opposait. Ils ont remarqué le changement en moi immédiatement. Nicolas m'a dit, « Mec, tu as l'air différent, plus sûr de toi, plus à l'aise. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas entré dans les détails. J'ai juste dit que j'avais quitté une situation qui ne fonctionnait pas et que j'avais décidé de parier sur moi-même. Cette simple décision, celle que j'avais prise 4 mois plus tôt en disant « on verra bien », avait complètement remodelé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Chloé était si certaine que j'échouerais sans elle, si convaincue que je reviendrais ramper en 1 semaine, qu'elle n'avait même pas envisagé l'alternative, que non seulement je survivrais, mais que je m'épanouirais. Que je deviendrais quelqu'un qu'elle ne pourrait plus atteindre, même si elle le voulait, même si elle suppliait. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait essayé de contacter d'autres personnes que nous connaissions tous les deux pour obtenir des nouvelles de moi, pour savoir si je voyais quelqu'un. On lui répondait la même chose à chaque fois, j'avais tourné la page. Certains étaient plus durs que d'autres. Un gars nommé Marc, qui n'avait jamais aimé Chloé, lui a dit franchement qu'elle avait récolté ce qu'elle avait semé. Qu'elle m'avait traité comme moins que rien pendant 2 ans et que j'avais été assez intelligent pour m'en rendre compte et partir. Je n'ai jamais demandé à personne de me défendre ou de parler en mon nom. Il le faisait naturellement parce que la vérité était flagrante. J'avais été bon avec elle. Je l'avais soutenue financièrement et émotionnellement. J'avais été patient, gentil, fiable, et elle m'avait rendu tout cela en se moquant de moi dans mon dos auprès de gens qui ne me respectaient pas, puis en me mettant au défi de partir comme s'il s'agissait d'une démonstration de force. Quand je suis réellement parti, quand j'ai pris son défi au sérieux, elle ne s'y attendait pas. Et quand j'ai réussi, quand j'ai transformé ma vie, mes revenus et ma confiance en moi, elle n'a pas pu le supporter. Quelques personnes m'ont demandé directement si je me sentais mal pour elle, si je culpabilisais de la voir galérer pendant que je réussissais. Non. Je ne me réjouissais pas non plus de ses difficultés. Je me sentais juste neutre, détaché, j'en avais fini. Elle n'était plus ma responsabilité. Ce n'était plus mon problème à résoudre. Elle avait fait des choix, conscients et délibérés. Et ces choix avaient des conséquences, naturelles et prévisibles. J'avais fait des choix différents. J'avais choisi de partir là où la plupart des gens seraient restés pour essayer de réparer l'irréparable. J'avais choisi de me concentrer sur ma carrière au lieu de sombrer dans le chagrin. J'avais choisi de croire que j'étais capable de plus, au lieu d'accepter son jugement qui me disait ennuyeux et limité. Et ces choix m'avaient mené à un endroit que je ne pensais jamais atteindre. Pas seulement un succès financier, mais une santé émotionnelle. Pas seulement de la confiance, mais un bonheur authentique. Pas seulement survivre à une rupture, mais s'épanouir grâce à elle. 6 mois après la rupture, j'ai croisé Camille dans un café en centre-ville un samedi matin. Ce n'était pas prévu, pur hasard. Elle m'a vu la première et s'est approchée avant que je ne puisse décider de l'ignorer ou non. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille d'une certaine manière. Elle m'a salué et m'a demandé si on pouvait parler 1 minute. J'ai accepté. Nous nous sommes assis à une table dans un coin et elle est allée droit au but. Elle m'a dit que Chloé allait vraiment mal. Qu'elle avait essayé de reprendre sa vie en main plusieurs fois mais qu'elle finissait toujours par s'effondrer. Qu'elle avait entamé 2 thérapies et les avait abandonnées toutes les 2. Qu'elle parlait de moi de façon obsessionnelle, disant qu'elle avait ruiné la meilleure relation de sa vie. Camille a précisé qu'elle n'essayait pas de me faire culpabiliser ou de me manipuler pour que je la recontactais, elle pensait juste que je devais le savoir.
Je l'ai remercié de me l'avoir dit et j'ai ajouté que j'espérais sincèrement que Chloé finirait par trouver sa voie. Camille a hoché la tête et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi depuis, tu as fait ce qu'il fallait, Julien. Elle n'a pas vu ce qu'elle avait avant que ce soit complètement perdu. C'est sa faute, pas la tienne. Tu as essayé. Tu lui as donné 2 ans. Elle les a jetés. J'ai acquiescé silencieusement. Nous avons discuté encore quelques minutes de sujets neutres, puis nous sommes repartis chacun de notre côté. Cette rencontre ne m'a pas ébranlé et ne m'a pas fait douter de ma décision. Elle m'a juste rappelé tout le chemin parcouru depuis cette nuit, 6 mois plus tôt, quand j'étais devant ma propre porte à écouter la femme que j'aimais me démolir pour s'amuser. Avec le recul, je suis en fait reconnaissant pour cette conversation que j'ai surprise. Pas parce qu'elle était agréable, elle était dévastatrice sur le moment, mais parce qu'elle m'a forcé à voir la vérité en face pour la première fois en 2 ans. Chloé ne me respectait pas. Elle ne me valorisait pas. Elle me voyait comme un bouche-trou, quelqu'un à garder sous la main pour la stabilité en attendant de trouver ce qu'elle voulait vraiment. Quelqu'un de sûr, d'ennuyeux et de prévisible. Et quand je suis parti, quand j'ai suivi mon intuition et franchi cette porte, elle a paniqué. Elle a réalisé trop tard que le gars médiocre dont elle s'était moquée n'était ni ennuyeux ni médiocre. Il était simplement sous-estimé, sous-évalué et mal connu. Elle avait tout misé sur le fait que je resterais petit, que je resterais reconnaissant de sa présence, docile et silencieux. À la place, j'ai parié sur moi-même, et j'ai gagné. Pas parce que je voulais me venger ou lui faire du mal, mais parce que je voulais me prouver que j'étais capable de tellement plus que ce qu'elle n'avait jamais voulu admettre. La bague de fiançailles que je lui avais achetée, une bague simple mais élégante qui m'avait coûté 4 000 €, je l'ai revendue à un bijoutier pour 2 800 €. J'ai utilisé cet argent pour réserver un voyage en solo au Japon, un rêve que j'avais depuis des années mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps pendant notre relation. Ce voyage de 2 semaines a été la pièce finale du puzzle, le point final. Pas seulement par rapport à Chloé et à cette relation toxique, mais par rapport à la version de moi-même qui pensait avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être heureux. Je n'en avais pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. Elle a appelé une dernière fois 8 mois après la rupture. J'ai vu le numéro inconnu, je n'ai rien ressenti, je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Je l'ai regardé pendant 1 minute, puis je l'ai supprimé sans l'écouter, non pas par colère ou amertume, mais par une indifférence totale. Elle ne faisait plus partie de mon histoire. Elle était un chapitre terminé, classé et dépassé. Une leçon apprise sur la valeur de soi et les limites à ne pas franchir, un défi auquel j'avais répondu de façon définitive. Et la réponse, celle que je lui avais donnée ce soir-là en partant le cœur battant et les mains tremblantes, était la bonne. On a fini par savoir. J'ai découvert que j'étais plus fort que je ne le pensais, plus intelligent que je ne l'avais montré, plus capable que quiconque ne me l'avait accordé. Elle a découvert que sous-estimer quelqu'un n'est pas une stratégie gagnante, c'est un mauvais calcul, et le sien lui a coûté tout ce qu'elle considérait comme acquis. Je n'avais plus besoin de sa validation. Je n'avais pas besoin de ses regrets ou de ses excuses. J'avais juste besoin de continuer à construire la vie que j'avais commencée le jour où j'ai fait mes bagages. Cette vie est entièrement la mienne maintenant. Chaque morceau, chaque instant. Et elle est meilleure, plus pleine, plus riche que tout ce qu'elle m'avait cru capable d'accomplir. Certaines personnes parient sur votre échec.